Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast lecture, enregistré dans la même semaine que l'épisode précédent, mais j'ai reçu des choses, j'ai lu des choses, etc. etc. Donc voilà, j'avais un peu de matière quand même. Donc on commence comme d'habitude avec les actualités, donc les événements littéraires. Et donc, dans les événements littéraires de ces derniers jours, il y a eu une rencontre virtuelle avec Laure Manel. Alors, pauvre Laure Manel, je la vois beaucoup en ce moment. Je l'ai vue au Festival du Livre Paris. Je l'ai vue au brunch organisé par Livre de Poche. Et puis là, c'était une rencontre par Zoom organisée par Michel Lafon. On m'a proposé d'y participer. J'ai accepté avec plaisir. J'étais contente qu'on me le propose et j'ai passé un très bon moment. Donc ce qui était... Alors ça peut paraître redondant ou je ne sais quoi. Alors moi déjà pas du tout, je ne me lasse pas. J'aime vraiment beaucoup Laure Manel. Je vous avais déjà parlé du brunch qu'on avait fait avec elle. C'était un vrai plaisir de l'écouter parler et tout. Enfin, hyper inspirant, hyper intéressant. Puis elle parle bien, quoi. Enfin, voilà. donc ouais, vraiment, j'avais passé un bon moment. Et puis, c'est pas redondant parce que c'est des choses très différentes, en fait, au Festival du Livre. Je lui ai parlé très rapidement, mais voilà, on parlait toutes les deux. Au brunch, il y avait un côté, elle parlait de son parcours, etc. On était aussi en petit nombre, mais c'était un peu différent. Alors, c'était animé par quelqu'un du Livre de Poche, mais voilà, puis c'était autour de la sortie en poche du Craquant de la Nougatine, qui est mon livre préféré de Laure Manel. Et puis là, c'était animé par une libraire pendant 3/4 d'heure, questions-réponses. Et puis ensuite, on pouvait poser des questions. Et là, c'était plutôt autour de son dernier livre. Donc voilà, c'était assez différent. Donc le dernier livre de Laure Manel, c'est Les Dominos de la vie, qui... j'allais dire qu'il est très différent, mais en même temps, chaque livre qu'elle peut écrire est différent du précédent. Enfin, on n'est pas sur des thèmes redondants ou je ne sais quoi. Et là, il y a un côté... il y a plusieurs thèmes abordés, notamment celui des violences obstétricales, qui est très... que je découvrais en partie, qui est très prenant et tout, mais voilà, c'est pas du tout le seul thème du livre, et il y en a bien d'autres, et voilà, une construction de livre assez prenante, et ce sont des livres qui se lisent vite parce que les chapitres sont courts, c'est très rythmé, et ça l'est d'autant plus dans les dominos de la vie, où on va avoir des... Alors quand je dis que les chapitres sont courts, les chapitres sont très très courts, et j'aime bien, en fait. Enfin, il y a un côté, en fin de compte, dans un chapitre aussi court, il y a un côté, on va à l'essentiel, et en même temps, c'est vraiment bien écrit. Et puis là, on va alterner sur des différents moments dans le temps. Voilà. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai bien aimé, et qui en plus a un autre intérêt dont je ne parle pas là, mais voilà. Donc c'était très intéressant de pouvoir en parler, de façon très ouverte, puisqu'on était entre lecteurs. Donc il y a un côté, c'est comme si on pouvait... c'est comme si on pouvait parler d'un roman policier de A à Z, parce que tout le monde l'a lu et tout le monde connaît le dénouement. Voilà, il y a quand même un côté assez appréciable par rapport à ça. Donc très bon moment avec Laure Manel. Merci beaucoup aux éditions Michel Lafon, et merci à Laure qui nous partage tout ça, et puis qui m'a encore vue, quoi. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant aux réceptions. Alors, dans les réceptions, j'ai... Alors, en fait, c'est ce que j'ai reçu en une journée. Mais j'ai beaucoup reçu dans la journée. Alors, je vous montre ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas mis... vous savez, maintenant, j'écris au crayon à papier. J'ai pas un exemple là. Au crayon à papier, j'écris à l'intérieur. Si, je crois que j'ai un exemple. Voilà, j'écris service presse et la date. J'ai oublié de le faire pour ce tas-là.
Faut pas que j'oublie parce que j'aime bien. Alors, j'ai reçu de la part de Charleston un immense merci à Emeline. Tout ça, voilà. Alors, c'est quoi tout ça? Ce sont des livres de Debbie Macomber et il s'agit des livres de la même collection, enfin de... Non, ça n'a pas de sens. De la même série. Retour à Cedar Cove. Vous savez, j'ai reçu le 5e tome, je ne m'étais pas rendu compte que c'était un 5e tome, et j'ai eu beaucoup d'avis, enfin de retours positifs sur ça en fait, de votre part. Et donc voilà, du coup je découvre, je découvre ça. Donc le premier tome c'est La maison d'hôte. Je crois que j'avais tenté de les mettre dans l'ordre. Non, faux, je les ai pas mis dans l'ordre. Le deuxième tome, c'est Un printemps à la Villa Rose. Alors, c'est pas des livres trop épais. Ah, si, 400 pages quand même. Ah, je m'attendais pas à ça. Et là, celui-ci, quand je l'ai ouvert, j'ai rigolé. Parce que, donc là, il y a écrit des petits mots. À Peter et Maureen Kleinknecht, je sais pas comment on dit, nos joyeux compères de Floride, au vin, au golf, au tricot et à l'amitié. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Le tome 3, La mélodie de l'été. Cette couverture, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Et Le bon côté de la vie, qui est le 4e tome. Et donc j'ai le 5e tome. Voilà, donc j'ai bien hâte. Alors, j'hésite parce que... j'ai quand même des séries en cours. Alors, j'ai des séries de Cozy Mystery en cours, ça, oui, on le sait. Je suis pas à jour dans les Agatha Harrison. Je ne suis pas à jour dans tout. Je vois mes Cozy Mystery là-bas. Je suis pas à jour dans les Thé meurtriers d'Oxford. Il m'en manque un à lire. Ah si, je suis à jour dans les enquêtes d'Anna Svensson. Ça, c'est bien. Je suis pas à jour dans Lady Rose. Je ne suis pas à jour dans... Son espionne royale, ça faudrait que je reprenne parce que j'aimais bien. Et puis les comment ça s'appelle, Rendez-vous avec la mort et tout. Comment ça s'appelle? Ah mince, de Julia Chapman. Oh mais j'ai un gros bug sur le nom de la série là. Je vois, hein, enfin j'en ai 3 dans ma palle. J'ai Rendez-vous avec le danger, Rendez-vous avec la ruse, Rendez-vous avec... je ne vois pas d'ici. Mais bon, bref, comment ça s'appelle? Ah, les détectives Yorkshire. Ah vous l'avez tellement soufflé que je l'ai entendu. Donc voilà, il y a plein de séries comme ça où je suis pas à jour, donc les séries de Cozy Mystery. Mais en plus de ça, je ne suis pas à jour dans, par exemple, les 7 sœurs. Voilà, je ne suis pas à jour dans les 7 sœurs. Ce serait bien de l'être. Et en fait, je me disais... j'avais envie d'être à jour dans les 7 sœurs avant de commencer cette série. Ça a certainement rien à voir, mais c'est l'histoire de... je sais pas. Ah bah tiens, je vois aussi dans ma palle Marie-Antoinette, là. Le Cozy Mystery au service secret de Marie-Antoinette. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai reçu aussi... oh, je bug, hein. J'ai reçu de la part de Larousse ça, un escape game, sorcellerie à Salem. Donc je reçois régulièrement des... alors je reçois des envois sauvages de la part de Larousse. Et je reçois aussi comment dire, des mails avec des propositions d'envoi en fait. Et puis ça me disait plutôt bien pour moi. Donc c'est pour adultes, ça fait partie des nouveautés. Il y a 2 nouveautés, il y a Sorcellerie à Salem et il y a le Spectre de Cthulhu. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, donc là, donc ça coûte 4,95 €, donc Escape Game. Le principe, un groupe enfermé dans une pièce dispose d'1 heure pour résoudre une énigme et s'échapper du lieu. Directement inspiré du jeu Grandeur Nature, les escape games de poche proposent des histoires immersives et originales qui raviront les fans d'énigmes et de jeux de logique. Lancez le chronomètre, explorez différentes salles, utilisez les objets à votre disposition pour avancer dans l'intrigue et vous échapper virtuellement de la pièce dans laquelle vous avez été enfermé. C'est bien que ce soit virtuel quand on a des petites
angoisses suite à un Covid respiratoire, je sais pas si ça se dit. Voilà, donc je suis contente, j'ai plutôt hâte, ça m'intéresse bien, ça rejoint ce que je vous disais dans l'épisode précédent sur le cahier de vacances passeport adulte, là. Voilà, ça fait partie des choses qui, moi, me plaisent, tout ce qui est logique, tout ce qui est enquête, enfin, j'adore ça, et j'arrête de le faire parce que j'estime que j'ai pas le temps, j'estime que si j'ai du temps, ça doit être consacré au tricot, à la lecture, et voilà, au tricot, ça se justifie parce que je crée mes patrons, donc c'est quelque part du travail aussi, et au passage, je lis, bon là c'est pas du travail, même si je reçois pas mal de services presse, etc., mais voilà, donc j'ai tendance à me dire de pas prendre le temps de faire ça, alors qu'en fait, j'aime ça, et puis c'est important aussi, enfin, selon ce que c'est important, la petite gymnastique logique et tout ça, donc il y a... c'est pas que de la détente en fait, je sais pas, je trouve ça bien. J'ai reçu aussi les livres Albin Michel que j'ai demandé ce mois-ci, et on est sur des couvertures bleues, voilà, on est sur des couvertures bleues, écoutez. Je sais pas, je dois aimer le bleu en ce moment, je tricote du bleu, je demande des couvertures bleues, je change, moi qui n'aimais pas le bleu, voilà. Alors, comme je ne suis pas à jour dans les séries de Cozy Mystery, autant commencer une nouvelle série, Les Chroniques de Bond Street par MC Beaton, qui est donc l'autrice d'Agatha Raisin, mais aussi de Hamish Macbeth, que j'ai pas commencé, mais que j'aimerais commencer, mais ça je me les passerai en audio, et de Lady Rose. J'ai regardé très rapidement de quoi ça parlait, mais pas assez pour pouvoir vous en faire un résumé. C'est un livre qui fait 360 et quelques pages. Et en fait, quand je l'ai reçu, il me paraît grand. J'ai pris un Agatha Raisin et j'en ai partout. Enfin, en tout cas là, dans ma palle, j'ai 8 livres de MC Beaton. J'ai un Agatha Raisin, 3 Lady Rose et le reste c'est du Hamish Macbeth. Et en fait c'est pas le même format, ceux-là sont plus grands et là ça fait 19,90 €. Voilà, donc là les Chroniques de Bond Street, Lady Fortescue à la rescousse. Ça a été écrit... Ah ouais, alors ça a l'air de regrouper 2 tomes. Je sais pas du coup si c'est fait comme ça. Ah oui, ah d'accord, oh non mais je découvre en même temps que je vous parle. En fait, dedans, il y a 2 tomes. Lady Fortescue à la rescousse, c'est le premier. Et Miss Tonks prend son envol. Et le premier a été écrit en 92 et le deuxième en 93. L'autrice est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle a écrit énormément, sachant que MC Beaton est un pseudonyme déjà. Elle a aussi écrit sous d'autres noms. Et en fait, moi je me fie à sa page Wikipédia qui a priori n'est pas à jour sur tout ce qu'elle a pu écrire en fait, mais c'est juste impressionnant quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Voilà, la couverture elle est très sympa. J'ai reçu la gouvernante royale. Bon là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le gang du tote bag, quand on a eu le formulaire Albin Michel, on a échangé, puis on s'est dit, ah tiens, la gouvernante royale. Et puis j'ai regardé rapidement de quoi ça parlait, je me suis dit, oh ouais, je me ferais bien une lecture commune avec les copines. Voilà. La couverture, elle est belle, hein. Donc, dans le Londres d'avant-guerre, 2 petites filles se promènent avec leur gouvernante. L'une d'elles accédera bientôt au trône. Les princesses Elisabeth et Margaret adorent Marion qui leur fait découvrir un monde inconnu, la piscine, le métro, les grands magasins. Entre elles se tisse un lien d'affection unique, Marion qui veille sur les fillettes comme une mère et leur confidente privilégiée, au risque de sacrifier sa propre vie. Voilà, donc c'est inspiré de la vie de Marion Crawford, véritable roman d'amour, de sacrifice, d'allégeance. On y voit grandir sous les yeux de Marion, Margaret et Elisabeth. On y voit de l'intérieur les drames et les joies des Windsor, de l'abdication d'Édouard VIII au glamour du couronnement d'Élisabeth II. Ça fait partie des périodes qui m'intéressent. Voilà, donc celui-ci. Et le dernier livre, Albin Michel à la couverture bleue. Flic au père, qui est le 2e tome des Panthères grises de William Scrépin. Je vais bientôt lire le tome 1. Non mais en fait, ça va, c'est pas logique ce que je vous dis. Je vous dis, oh là là, je suis pas à jour. Et là, je dis, oh, je vais commencer un tome 1. Oh, tiens, j'ai reçu un tome 1.
Donc je vais bientôt lire le tome 1 avec Estelle et Florence. Donc Estelle de Petite Lectrice et Florence de Flow & Books. La couverture ressemble, sauf qu'elle est toute rouge. Voilà. Ah, mais il y a toujours un côté, comment dire, tigré là. Il y a un mug comme ça sur le 1. Bon, à voir. Du coup, j'ai misé sur le tome 1 parce que j'ai demandé le tome 2. Voilà du coup ce que j'ai reçu. On peut passer aux livres que j'ai lus. Alors les livres que j'ai terminés, bon, ça a été des lectures assez rapides puisque j'ai enregistré cette semaine et qu'il n'y a pas eu de week-end voilà, entre les deux, donc ça a été des lectures très rapides. J'ai lu celui-ci, Le Macaron Meurtrier, qui est le premier tome des enquêtes de Julie d'Anna T. Drew. C'est un livre que j'ai reçu en service presse de chez HarperCollins, mais vous connaissez, la couverture est totalement différente en grand format. Et on l'a beaucoup vu en fait, mais comme je vous dis, totalement différente. En tout cas, j'aime beaucoup ces couvertures-là. Anna T. Drew, elle est française, elle habite à Paris. Et ce livre se passe en Provence. Alors, vous savez, ces derniers temps, les Cozy Mystery... C'est drôle en fait, j'ai commencé un tome 1 alors que je suis pas à jour. Les Cozy Mystery que j'ai découvert ces derniers temps... ouais, il y avait du bien, il y avait du pas bien. Et je m'étais dit que j'allais peut-être arrêter les nouveaux Cozy Mystery, enfin dans le sens où, voilà, il y en a qui sortent tous les 4 matins, à la fin, c'est, je sais pas, c'est redondant, et puis en plus les Cozy Mystery français, il y en a des vulgaires, et je sais pas, je savais pas trop. Donc là, celui-ci, je savais pas trop. Je vais pas vous dire que c'est un coup de cœur, il va pas détrôner, dans le même style, il va pas détrôner les thèmes meurtriers d'Oxford, par exemple, ou les enquêtes d'Anna Svensson, mais il est bien. Il est bien, il se lit bien, et j'ai bien accroché avec les personnages. Et pour vous dire, une fois que j'ai terminé, je me suis dit, ah tiens, je vais enchaîner avec le tome 2, ce que je n'ai pas fait. Mais vraiment, il était sympa, vraiment sympa. Pas excellent, c'est pas mon préféré, mais franchement, ça relève le niveau des derniers que j'ai pu découvrir. Voilà, donc là, on va dans le Macaron Meurtrier. Eh bien, on suit Julie, donc qui était à Paris, qui quitte tout pour revenir en Provence de là où elle venait, en fait. Et donc, elle a ouvert une pâtisserie, puis elle donne notamment des cours de pâtisserie, et elle se retrouve avec un client de ce cours qui s'appelle Maurice Sauve, et en fait, qui décède. Voilà. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est une crise cardiaque? Est-ce que quelqu'un a cherché l'empoisonner et tout? L'affaire a tendance à être classée comme étant on s'en fiche, c'est une crise cardiaque, il n'y a rien de particulier. Et en fait, elle lâche pas le morceau. Et puis comme elle lâche pas le morceau, ça remue un petit peu des choses. Et puis voilà, petit à petit, de fil en aiguille, il y a un événement qui fait que non, en fait, ça peut pas être une mort naturelle, donc voilà. Bon, on a tous les ingrédients du Cozy Mystery, c'est-à-dire qu'on va avoir le côté pâtisserie, on va avoir le côté cocooning, etc. Et on va avoir le côté où l'héroïne se met en danger. Et voilà, mais moi j'aime bien Agatha Raisin, donc voilà, je suis habituée depuis les 30 et quelques tomes d'Agatha Raisin à la voir se mettre dans des situations impossibles, et on a envie de lui dire « mais tu vas encore te mettre en danger et ils ne pourront pas venir te sauver alors que t'es enfermé je sais pas où », voilà. Bon, il y a un petit côté comme ça, mais voilà, ça me dérange pas. En même temps, les Cozy Mystery, il y a un côté aussi assez irréel, quoi, enfin, voilà. Bon. Donc série assez sympa. J'ai lu hier Les Ombres du Log Fine d'Aurore Barillon chez City. Je le lisais avec le gang des tote bags. Donc Estelle, Florence et NJ. Moi je suis contente parce que je l'ai lu, enfin le Macaron Meurtrier, je l'ai lu très rapidement. Celui-ci, je l'ai lu en une journée. Je travaille pas le mercredi après-midi en théorie. Mais là j'ai un peu travaillé. Et la journée avait été compliquée. Et puis c'est vrai que dans ces cas-là, quand c'est un peu compliqué... au travail, de mon côté, bah, y a des choses qui me travaillent justement, mais c'est dans le sens, enfin, voilà, on met tous des choses différentes derrière, c'est compliqué, des soucis. Moi, c'est un peu, quand il y en a, c'est un peu particulier. Il y a un côté où voilà, c'est de la réflexion, c'est,
je vais pas dire que c'est une énigme qu'il faut résoudre, mais voilà, il y a des fois des côtés un peu comme ça. Et donc je pensais pas que j'aurais réussi à couper et à lire, mais en fait si j'ai réussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc les ombres du Loch Fyne, c'est l'histoire d'Eileen en fait. Sa mère décède et sa mère lui avait fortement conseillé d'aller en Écosse rejoindre la propriété familiale. Et en fait juste avant de décéder, sa mère a des paroles qui sont un peu bizarres. Elle lui parle de gens dont elle lui a jamais parlé. Voilà, un côté où Eileen avait l'impression que sa mère déraillait totalement. Et en fait, il y avait peut-être des choses qu'elle lui avait jamais dites jusqu'à présent, des choses qui se sont passées, des personnes très importantes dans la vie de la mère d'Eileen qui ont vécu des drames, enfin, et du coup, Eileen se dit qu'elle va aller effectivement dans la maison en Écosse. Sa mère l'avait fortement encouragée, comme je vous disais, et puis ça permettra peut-être de résoudre des choses, enfin, en tout cas de déterrer des secrets de famille. Voilà. Alors je l'ai lu en une journée, donc je peux pas vous dire que j'ai pas du tout aimé. Hein, globalement, ça se lit plutôt bien. L'écriture, enfin disons qu'avec un livre comme ça, dès le début je me suis dit oh ça aurait été pas mal un petit avec l'écriture de Lucinda Riley en fait, enfin voilà, donc l'écriture est bien mais il manquerait quand même un petit quelque chose avec la plume de Lucinda Riley, on arriverait à un truc, il y avait des fois des petites répétitions, des petites erreurs aussi, donc voilà, c'est pas exceptionnel, ce qui se passe n'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, c'est pas une lecture très exigeante et les pages défilent assez vite. Voilà, donc plutôt une bonne lecture, mais bon, je suis vite passée à autre chose. Niveau livre audio, j'ai écouté celui-ci. Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina, que j'écoute dans le cadre du jury Audiolib. Oh, je suis pas du tout en avance pour le jury du prix Audiolib. Là, c'était un livre de 5 heures, donc ça va, hein, c'est un petit livre. 5 heures, là, c'était 280 pages peut-être, 260, 280 pages pour le livre papier. Alors, dans ce livre, bon déjà c'est un peu particulier parce que il est écrit par une Italienne, mais c'est un livre japonais. Livre japonais dans ma bouche, ça signifie quoi? Ça signifie un rythme lent, mais c'est pas un rythme lent du style les polars nordiques pour certains, c'est un rythme lent du style, je sais pas, on débranche tout quoi, il y a plus d'énergie, il y a plus rien, il y a un côté on arrive dans un autre monde je trouve, et c'est, enfin j'en ai pas lu 50, mais à chaque fois il y a ce côté là, c'est même pas un rythme lent, c'est un côté limite lire un livre comme ça c'est faire une séance de yoga. Bon, je suis pas spécialiste en yoga, mais il y a un côté très on se pose, méditatif et tout, sauf que on nous a pas prévenu en fait. Enfin, mis à part le fait de savoir que c'est un livre un peu japonais, donc enfin autrement dit, j'ai toujours eu une période d'adaptation. Il me faut toujours quelque chose. La culture japonaise est quand même très très différente et de la nôtre, avec des choses où, enfin, qui sont assez intéressantes et en même temps qui sont éloignées de, enfin, de mon quotidien, ou de, je sais pas comment expliquer, enfin il y a ce rythme en fait vient de la poésie, à la fois de la poésie que l'autrice peut mettre, mais aussi dans les traditions, dans leur rythme de vie et leur style de vie, même au global. Donc c'est assez particulier. Et voilà. Donc là, en tout cas, on suit Yui. Yui, elle a vécu des drames pendant le tsunami en mars 2011, puisque Yui a malheureusement perdu sa mère et sa fille qui était vraiment petite, à ce moment-là.
Et en fait, elle, eh bien, de fil en aiguille, pour faire son deuil, en fait, elle va utiliser un système, quelque chose qui existe. Alors, si je vous lis rapidement la 4e, donc sur les pentes abruptes du mont Kujirayama, au milieu d'un immense jardin, on aperçoit une cabine téléphonique, le téléphone du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. Voilà. Et donc Yui, de son côté, avec le décès de sa mère et de sa fille, bah, c'est terrible. C'est vraiment terrible pour elle. Et du coup, eh bien, elle va dans cette cabine téléphonique. Donc je pensais que, j'avais pas lu la 4e de couverture, je pensais que le livre tournerait vraiment autour de ça. De toute façon, le titre va bien avec ça, ce que nous confions au vent. Et voilà. Et donc autour du deuil, etc. Mais en fait, non, parce qu'elle fait des rencontres là-bas. Et donc le livre va tourner autour de ces rencontres. Bien sûr, autour de ce lieu qui est si important pour elle. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, au final, j'ai envie de vous dire que le livre était plutôt bien. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'entrer dans l'histoire. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est genre la moitié du livre, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est les livres japonais, je crois qu'on peut se dire que ce n'est pas fait pour moi. Voilà, ça c'est les livres que j'ai lus. Et maintenant, je vais vous parler des livres en cours. Donc, livre audio en cours. Celui-ci que je lis dans le cadre du jury du prix Audiolib. Donc, Enfant de salaud de Sorge Chalandon, lu par Féodor Atkin. Je savais pas de quoi ça parlait en fait. Voilà. De toute façon, j'ai 10 livres à écouter dans le cadre du jury du prix Audiolib. J'ai 10 livres à écouter, que ça parle de n'importe quoi, je m'en fiche, il faut que je les écoute. Donc je me suis pas intéressée au thème. J'ai commencé à écouter, ah non, faut que je lise la 4e de couverture rapidement. Bon, quand je dis rapidement, j'ai lu en diagonale le premier paragraphe. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah non, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, si je vous lis justement le début. Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés. SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. Voilà. Et donc ça continue comme ça. Donc en fait, voilà, ça va un peu parler de tout ça. Et pour l'instant, c'est assez intéressant. J'en suis pas très loin puisque je l'ai à peine commencé. J'ai customisé des mugs ce matin. Donc c'est comme ça que j'ai écouté mes livres audio. J'en suis pas très loin. J'ai écouté l'équivalent de 2 chapitres, mais j'aime bien pour l'instant. Et puis j'ai tout juste commencé celui-ci. Alors, comme j'ai fini très vite les ombres du Log Fine, et ben j'avais de l'avance sur mon planning de lecture et je ne savais pas quoi lire. Alors c'est très rigolo puisque j'ai 190 livres dans ma palle, donc ne pas savoir quoi lire dans ce cas-là, voilà. Et je ne savais pas comment choisir, c'est plutôt ça le problème. Et en fait, alors j'ai plusieurs méthodes, hein, vous savez, soit je prends un dé et je choisis 6 livres et hop, je lance le dé, ça me permet de sélectionner celui que je vais lire. Soit je fais appel à la famille, et ça c'est un jeu qu'on fait beaucoup avec mon fils pour ses lectures. On se fait une pile de tout ce qui nous tend très bien, on les met, on les étale, et puis chacun notre tour, on en enlève un jusqu'à ce qu'il en reste qu'un, qui est celui qu'on va lire. Voilà, par élimination familiale. Et bah là, j'ai fait autre chose en fait. J'ai regardé, je fais toujours des photos d'avance pour Instagram. Quand je fais mes petites séances photos là, par terre avec mon fond photo, eh bien je fais toujours des photos d'avance parce que il y a des fois, tiens, je me dis je vais lire celui-ci en audio, je me dis tiens, je vais caser ces livres-là au cas où je fais la photo, ou là, enfin ouais, ça va vraiment avec les livres que j'aimerais lire et que j'arrive pas à caser et qui sont là au cas où j'ai de l'avance sur mon planning justement. Et donc j'avais 5 photos comme ça, j'avais les photos de 5 livres prêtes. Il y avait juste à lire le livre.
Juste ça. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas choisir parmi ceux-là. Je vous ai proposé en story les 5 livres et voilà pourquoi, pour avoir votre avis et tout. Et puis alors ça a été une avalanche d'avis positifs pour celui-ci, donc La Tresse de Laetitia Colombani, qui est un livre très fin. Donc voilà, bon, j'ai un petit peu de mal à me poser pour l'instant et la journée est un peu difficile émotionnellement par rapport à des choses qui se sont passées et qui m'affectent beaucoup. Donc j'ai un petit peu de mal à me poser et à bien lire mon livre pour l'instant, mais je pense que je vais réussir à couper. J'avais déjà pas l'esprit tranquille, il fallait que j'enregistre ma petite vidéo, donc maintenant ce sera fait. Et puis je pense que je vais le plier assez vite. Alors le truc c'est que si je le plie assez vite, et si je le lis assez vite, bah je lis quoi après, hein, parce que j'avais 2 jours d'avance, donc voilà. Pour l'instant, j'en suis vraiment au début. Vous voyez, j'ai lu ça, j'ai lu 30 pages sur ce livre. Bon, c'est un petit livre, hein. 230 pages. Voilà, j'ai lu 30 pages sur les 230. Donc, d'après ce que je comprends, on va suivre 3 filles, Smita, Giulia et Sarah. Smita en Inde, Giulia en Sicile et Sarah au Canada. Donc, moi, j'ai pas encore découvert Sarah. J'ai découvert Smita en Inde et j'ai découvert Giulia en Sicile. Et à la fin du chapitre de Giulia, on apprend quelque chose. Alors, je viens de voir que c'est écrit dans la 4e de couverture. Je ne savais pas. Mais non, j'ai été touchée par le premier chapitre de Smita en Inde. Donc, en fait, elle fait tout pour que sa fille puisse accéder à l'école et tout ça, ce qui n'a pas été son cas. J'ai pas lu beaucoup de livres qui se passent en Inde, mais récemment j'en ai lu 3. J'ai lu une aventure de Pervin Mistry chez Charleston, donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Le 3e, j'ai lu en tant que lectrice Charleston, j'ai lu les épreuves non corrigées, donc il n'est pas encore sorti. Et en fait, ça se passe en Inde dans les années 1920. Pervin Mistry, elle est la première avocate. Premier avocat femme, enfin, et donc il y a un côté moderne qui bouge, voilà. Puis elle va défendre des populations différentes à chaque fois, mais voilà. Là, c'est pas du tout pareil, quoi. Là, c'est mis à l'école. Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une Dalit intouchable, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu, hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres. Un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages, de la société, à la périphérie de l'humanité. Et là, à la périphérie de l'humanité, enfin, c'est ce qu'on nous décrit après, quoi. Donc, elle veut autre chose pour sa fille. Mais... Ah, il y a un moment donné, elle a de la chance, son mari n'a jamais levé la main sur elle, un truc comme ça. Oui, voilà. Smita, elle, a de la chance. Nagarajan ne l'a jamais battue, jamais insultée. Lorsque Lalita est née, il a même été d'accord pour la garder. Pas loin d'ici, on tue les filles à la naissance. Dans les villages du Rajasthan, on les enterre vivantes dans une boîte sous le sable juste après la naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir. Alors, moi, ça prend... c'est terrible. Donc ah ouais, c'est totalement différent en fait. Enfin, c'est là où on voit qu'il faut vraiment... je peux pas avoir un avis sur l'Inde en lisant qu'un seul livre qui se passe là-bas. Enfin bon, bref, voilà, je vais continuer ma lecture du coup, mais qui va être assez émouvante et voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Et puis, bah, je vous retrouve du coup très vite avec plein d'autres choses, des réceptions, des livres en cours, des livres finis et tout et tout. Voilà, à bientôt.